Nous sommes le 23 mai 2022 à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est un lundi et histoire d'en rajouter une couche, il pleut à n'en rien voir devant soi. Rednose 4311 est autorisé à l'atterrissage piste 27 droite. Rednose 4311 est un avion commercial, un Airbus A320 pour être un poil plus précis, de AirHub Airlines, une compagnie maltaise, et affrété par Norwegian Air Sweden pour réaliser un vol entre Stockholm et Paris. Il est 11h40. Rednose 4311 est en finale, tous les paramètres sont normaux, l'altitude est bonne, le taux de descente est parfait, la vitesse d'approche est respectée au nœud près. Alors que l'avion passe l'altitude de 800 pieds, il atteint sa hauteur de décision. En bref, c'est le moment où on décide si on se pose ou pas. Et l'une des conditions, c'est de voir la piste. Or, Rednose est sous une averse de pluie tellement dense qu'il ne voit rien. Conformément à la procédure, le pilote abandonne l'atterrissage en effectuant un go-around, une remise de gaz. Rien d'exceptionnel, il va refaire un tour et retenter l'atterrissage quelques minutes plus tard, une fois l'averse passée. J'insiste, rien d'exceptionnel, c'est la procédure, on ne peut plus standard. Mais quand le contrôleur depuis la tour voit l'Airbus émerger du rideau de pluie qui lui masquait la vue à lui aussi, il comprend que quelque chose est allé de travers. Personne ne le sait à ce moment-là, mais on est passé littéralement à 2 mètres d'une catastrophe aérienne majeure. Et ce, à cause d'un 1 à la place d'un 0. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incident grave de Rednose 4311 et son quasi-crash sur la base du rapport publié par le Bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile. Au début de l'aviation, quand les engins volants se résumaient à du bois entoilé et une résistance quasi nulle à la moindre contrainte mécanique, il était préférable pour la survie du pilote d'effectuer son vol dans de bonnes conditions. Comprenez par là, par beau temps. Mais si vous voulez conquérir les cieux, à un moment, va falloir faire fi des nuages et de la pluie. Aujourd'hui encore, il est des conditions météorologiques avec lesquelles voler n'est pas bon pour la santé. Le plus gros péril pour un avion aujourd'hui, ça reste les vents trop forts, comme ceux que l'on trouve à l'intérieur d'un cumulonimbus, un nuage d'orage, par exemple. Ouais, la foudre, on s'en foutrait presque. Un avion est parfaitement capable d'encaisser un foudroiement. En revanche, un vent capable de lui mettre la tête en bas, ça reste un péril majeur. Et ce genre de vent, on en trouve dans les cumulonimbus. Mais sans aller jusqu'à de pareils extrêmes, aujourd'hui, la météo normale est domptée, entre autres grâce aux règles de vol aux instruments. Quand le ciel est clair, vous pouvez voler selon les règles de vol à vue, ou VFR, pour Visual Flight Rules. Pour vous la faire très simple, ça consiste à garder un contact visuel avec le sol. Ça vous dispense pas de surveiller votre cap, votre altitude et globalement tout le reste, mais disons qu'il s'agit de conditions de vol où le simple fait de jeter un œil à l'extérieur vous permet de savoir si vous êtes dans la bonne direction et à la bonne hauteur. Mais une météo normale, ça peut aussi être une visibilité nulle. Et oui, la pluie et le brouillard, c'est pas exactement des conditions météorologiques exceptionnelles. Et si le trafic aérien était immobilisé à la moindre averse, disons qu'au concours de celui qui a le plus de retard entre Air France et la SNCF... Bon non, c'est un mauvais exemple, la SNCF gagnerait quand même parce qu'elle gagne toujours, mais bon, ça serait le bordel quoi. Par visibilité nulle, il est donc possible de voler selon les règles de vol aux instruments, ou IFR, pour Instrument Flight Rules. Et là, désolé pour les aérophobes, mais le pilote vole avec une visibilité nulle, et en se reposant uniquement sur les informations données par ses instruments et le contrôle aérien. Mais bon, c'est pas pour rien qu'une phobie, c'est irrationnel. Parce que ça a peut-être l'air flippant dit comme ça, mais depuis l'invention de l'IFR en 1929 et le premier vol en aveugle par le lieutenant Doolittle à Long Island, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche carrément bien. En gros, la prochaine fois que vous prendrez un vol commercial,
vous pourrez vous dire que c'est un vol IFR. C'est donc tout naturellement dans ces conditions que navigue Red Nose 4311 en ce 23 mai 2022. Maintenant, pour vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi, à 2 mètres près, vous auriez pu avoir les gros titres sur toutes les chaînes de télé montrant des images d'un panache de fumée noire avec des bandeaux catastrophistes et des comptages de morts qui augmentent d'heure en heure. Bref, pour que vous compreniez ce qui s'est passé, je vais devoir vous faire quelques bases de pilotage et de météorologie. Alors, imaginez, vous êtes sur la route, il pleut à verse, la visibilité est quasi nulle. Comment savoir où vous êtes? Déjà, vous savez que vous êtes sur la route. Et tant que vous conserverez votre trajectoire entre les bandes blanches, vous savez que ça devrait durer. De même, pour la sécurité des usagers, on a jugé bon de ne pas planter de platane au milieu de la chaussée. Donc vous savez que tant que vous restez entre les lignes, normalement, vous ne devriez pas voir d'arbres surgir du brouillard trop tard pour pouvoir l'éviter. Mais dans un avion, sans visibilité, comment vous faites pour savoir où vous êtes? D'autant qu'en avion, vous avez quelques paramètres d'incertitude en plus par rapport à la voiture. La voiture, sur la chaussée, vous savez qu'elle est droite. Oui, elle est posée par terre, hein, donc selon toute vraisemblance, elle est à l'horizontale. Dans un avion, par visibilité nulle, figurez-vous qu'il est possible de se retrouver la tête en bas sans s'en rendre compte. Je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails, mais en gros, en tirant sur le manche, vous pouvez inconsciemment, et par effet centrifuge, compenser la gravité. Et quand finalement, vous voyez le platane arriver, il est trop tard. Pour éviter ce genre de mésaventure, vous avez un horizon artificiel. Derrière est caché un petit gyroscope dont la particularité est de toujours garder le même axe, et donc de vous montrer l'orientation de votre appareil dans l'espace. En voiture, pour connaître votre vitesse, il suffit de mesurer le taux de rotation des roues. Encore une fois, en théorie, celles-ci sont en contact constant avec la chaussée. Donc la mesure de vitesse et donc de distance parcourue est censée être fiable. Mais en avion, le seul référentiel que vous avez, c'est l'air dans lequel vous avancez. Moyennant une petite sonde de pression, que j'ai moi sous l'aile là et qu'on appelle un pitot, qui va mesurer la pression dynamique de l'air, vous allez pouvoir déterminer votre vitesse dans la masse d'air. En avion, contrairement à la voiture, vous avez 2 vitesses, la vitesse sol et la vitesse air. La vitesse sol, c'est comme en voiture, hein, mais la vitesse air, elle est un peu plus traîtresse. Si vous volez à 100 nœuds avec un vent de face de 20 nœuds, en réalité, vous ne vous déplacez par rapport au sol qu'à 80 nœuds. Et si le vent est dans votre dos, votre vitesse sol est alors de 120 nœuds. Et la vitesse du vent, comment vous la mesurez? Vous pouvez pas. Vous êtes littéralement dans la masse d'air qui se déplace, donc en l'absence de repères extérieurs, vous commencez à risquer de vous perdre. En voiture, côté direction, vous n'avez pas trop d'autre choix que de suivre la route. En avion, on navigue au compas, donc en gros à la boussole. En voiture, vous savez que vous êtes arrivé quand vous voyez le panneau d'entrée de patelin surgir du brouillard. En avion, vous avez calculé un cap et une durée de vol compte tenu de votre vitesse. En principe, votre compas ne devrait pas vous dire de conneries, mais en fonction du vent, votre trajectoire peut être raccourcie, rallongée ou décalée d'un côté ou de l'autre. Quand vous avez un visuel sur le sol, aucun problème. Si vous vous voyez passer au-dessus de la piste de votre destination alors que vous aviez calculé une arrivée pour dans 10 minutes, vous savez que le vent vous a joué un tour et voilà. Mais par visibilité nulle, comment on fait? Bien heureusement, depuis quelques décennies est apparu un instrument dont on oublie un peu trop souvent à quel point il est révolutionnaire. Le GPS. Je ne vais pas vous faire une dissertation dessus, hein, vous vous doutez bien que grâce à lui, vous pouvez connaître votre position exacte, votre cap et votre vitesse sol. Avant ça, on utilisait, et on utilise toujours d'ailleurs, tout un tas de balises radio réparties au sol et dont on se sert comme de phares maritimes pour savoir où on est. Mais là encore, je ne vais pas disserter dessus. Si un jour vous voyez ce genre de truc, dites-vous simplement que non, c'est pas une installation militaire ultra secrète pour contrôler la météo, c'est juste une balise VOR, V-O-R. Ça sert pas à contrôler la météo, hein, mais à la dompter en volant dans la purée de pois. Bon, mais il reste un dernier élément dont j'ai pas parlé et de loin le plus critique. L'altitude. En vol à vue, un simple coup d'œil à l'extérieur vous permet de juger de votre sécurité.
Quand vous commencez à voir les vaches dans le blanc des yeux, vous savez qu'il est temps de remonter un bras. Mais par visibilité nulle, comment on fait? Eh ben, on emmène un baromètre gradué en pieds. Les bases de l'aviation ont été posées par les Américains qui utilisent le système impérial et comptent donc en miles, en nœuds, en pieds, en gallons et tout un tas d'autres unités aussi merdiques qu'incompatibles entre elles. Seulement voilà, c'est eux qui ont tout fait en aviation, donc aussi bien que soit notre système métrique, quand vous apprenez à piloter, vous devez vous plier aux conventions et standards définis par les Américains et apprendre à compter en unités impériales. Je vais vous faire les conversions, mais considérez qu'un mètre, c'est environ 3 pieds. 1000 pieds, c'est environ 300 mètres. Revenons-en à notre baromètre. Vous n'êtes pas sans savoir, ou sinon maintenant vous le saurez, que plus vous prenez de l'altitude, plus la pression atmosphérique diminue. En toute logique donc, si vous connaissez la pression atmosphérique, vous connaissez votre altitude. Voici un altimètre. C'est rien de plus savant qu'un baromètre gradué en pieds. La grande aiguille indique les centaines de pieds, la petite les milliers. Là, nous sommes à 200 pieds, donc 60 mètres. Là, à 1000 pieds, 300 mètres. Et là, à 1500 pieds, soit 500 mètres. Seulement voilà, et comme toujours en aviation, c'est évidemment plus compliqué que ça. Imaginez, vous décollez de l'aéroport de Jan Soulo, près de 12 parsecs sur mer. Aligné sur la piste, la plage dans votre dos, votre altimètre indique 0. Normal, vous êtes au sol. À mesure que vous prenez de l'altitude, les aiguilles vont tourner et vous indiquer que vous montez. Seulement voilà, avant votre arrivée à l'aéroport de la station de ski de Vous avez le froid, le temps se gâte et, perdu dans le brouillard, vous ne voyez plus le sol. Pas grave, vous dites-vous, mon altimètre m'indique 6000 pieds, je suis 2 km au-dessus du sol. Tout roule. Et à l'instant même où vous vous faites cette réflexion, vous voyez les sapins surgir du brouillard au dernier moment, juste devant vous. Pourquoi? Les plus dégourdis d'entre vous l'auront déjà compris. Votre altimètre vous indiquait la hauteur par rapport au sol à l'aérodrome de Jan Soulo. Mais une fois arrivé en montagne, le sol se trouvait beaucoup plus haut. Et vous n'avez pas été en mesure de l'anticiper. Alors, comment on fait? Là, vous avez réglé votre altimètre au QFE. C'est pas une abréviation ou un acronyme, c'est un code radiophonique standardisé. Et non, Jean-Michel, ça veut pas dire Query Field Elevation. Ça, c'est un simple truc mnémotechnique inventé a posteriori. Les codes radio n'ont pas de sens particulier. En gros, vous avez volé avec pour référence votre hauteur par rapport au sol à 12 parsecs sur mer. Et en aviation, on distingue hauteur et altitude. Si vous vous perchez sur un escabeau au bord de la mer, vous êtes à 1 mètre de hauteur, mais vous êtes aussi à 1 mètre d'altitude. En revanche, si vous vous perchez sur un escabeau en montagne, vous serez toujours à 1 mètre de hauteur, mais vous serez aussi à plusieurs milliers de mètres d'altitude. La hauteur, c'est par rapport au sol, et l'altitude, c'est par rapport au niveau de la mer. Et donc, quand vous décollez, il est préférable de régler votre altimètre non pas sur votre hauteur, mais sur votre altitude. Vous pourrez donc vous trouver au sol avec un altimètre qui n'indique pas 0. Si vous décollez de Jan Soulo avec un altimètre indiquant une 50aine de pieds parce que vous êtes une 15aine de mètres au-dessus du niveau de la mer, un rapide calcul mental vous indiquera qu'à 1050 pieds, vous êtes en fait à 1000 pieds au-dessus du sol. Puis, en arrivant en zone montagneuse, un rapide coup d'œil à votre carte vous indiquera que le relief monte jusqu'à 7000 pieds. Pour garder une hauteur de sécurité, mettons de 1000 pieds, vous devrez donc voler à 8000 pieds. Et si votre piste d'arrivée est indiquée avec une altitude de 6500 pieds, vous connaissez l'altitude indiquée sur votre altimètre à laquelle vous toucherez le sol. Mais ça suffit toujours pas. En effet, pour calculer votre altitude, vous vous fiez à la pression atmosphérique. Le problème, c'est que la pression atmosphérique, ça change. Vous décollez donc par beau temps de 12 parsecs sur mer, vous calez votre altimètre sur l'altitude du terrain de départ et naviguez tranquillement vers Vous avez le froid, où le temps se gâte. En approche de la piste qui se trouve à 6500 pieds, sans visibilité, votre altimètre indique 6800 pieds. Vous êtes donc 100 mètres au-dessus. Tout va bien. Et les sapins surgissent du brouillard.
Mais pourquoi? Parce qu'en décollant de Jansulo, il faisait beau. La pression atmosphérique était élevée. En arrivant à Vous avez le froid, le temps s'est gâté et la pression atmosphérique y est beaucoup plus basse. Devant cette pression moindre, votre altimètre, qui n'est pas très intelligent puisque c'est littéralement juste un baromètre, en a forcément déduit que votre altitude était plus élevée que ce qu'elle est en réalité. Et boum, les sapins. Et donc comment on fait? Eh bien, il y a un élément important de la navigation aérienne dont je n'ai pas encore parlé et qui va être au cœur de notre histoire. Le contrôle aérien. Il prend en réalité plusieurs formes. Ça peut être un contrôle, mais ça peut aussi être une simple information. En vol aux instruments, c'est littéralement un contrôle. C'est le contrôleur aérien qui vous dit quoi faire, quel cap ou altitude prendre, ou quel point rejoindre. Mais le sol vous transmet aussi parfois simplement des informations, comme le QNH. Là encore, c'est un code radio, ne cherchez pas de quoi ça peut être l'acronyme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le QNH, c'est l'information de pression atmosphérique corrigée par rapport à là où vous vous trouvez. Encore une fois, rien de plus clair qu'un exemple. Vous décollez de 12 parsecs sur mer. Une fois sur la piste, vous savez être à 50 pieds. Vous réglez votre altimètre sur 50 et dans la petite fenêtre qui s'y trouve, vous voyez une indication. 1011. C'est la pression atmosphérique en hectopascal. C'est votre QNH. Parce que comme votre altimètre est bien foutu quand même, il sait qu'à une pression standard, s'il mesure 1011 hectopascal, il est à 16 mètres au-dessus du niveau de la mer. Parce qu'à pression standard, au niveau de la mer, on mesure 1013,25 hectopascal et qu'on en perd un à chaque fois qu'on monte de 8 mètres. Vous décollez donc et en arrivant près de Vous avez le froid, le contrôle aérien vous donne par radio, et parmi toutes les autres indications, un QNH. 1001. Parce qu'à Vous avez le froid, il fait moche, la pression est beaucoup plus basse, et en affichant 1001 sur votre altimètre, vous constatez que ça fait changer votre altitude de presque 300 pieds. Donc presque 100 mètres d'erreur de mesure par rapport à votre départ de l'aérodrome de Jansulo, où votre mesure était juste. Et c'est pour ça qu'il est important de rester informé sur la météo. Parce qu'un changement de pression atmosphérique, ça peut être la différence entre une approche normale sur la piste et en plafonner les sapins. Et donc en vol par visibilité nulle, vous pouvez vous reposer sur vos instruments, mais il n'en reste pas moins que pour certains paramètres de votre vol, vous restez aveugle. Et vous devez donc vous reposer sur le contact radio que vous avez avec le sol. Et vous devez donc pouvoir avoir confiance en ces informations. Et si c'est pas le cas, eh ben ça donne l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Je vous ai déjà dit dans de précédentes vidéos qu'en aviation, on ne peut pas vivre assez longtemps pour apprendre de ses erreurs. Il faut non seulement apprendre de celles de ceux qui se sont plantés, pour pas faire les mêmes, mais aussi de ceux qui s'en sont sortis de peu à bon compte. Parce que la différence entre un événement même pas remarqué par l'équipage et une catastrophe aérienne majeure peut ne tenir à rien. Ou presque. Et ça, c'est le boulot du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile. Identifier les problèmes de sécurité et proposer des solutions pour éviter soit qu'un accident ne se reproduise, soit simplement qu'il ne se produise en premier lieu. Alors, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas un partenariat avec le BEA. Je remercie simplement Thierry, qui y travaille et qui aime ma chaîne, de m'avoir transmis le dossier de l'incident dont on parle aujourd'hui, en me disant simplement que ça pourrait faire une bonne vidéo. Et il avait raison. Le dit dossier est d'ailleurs disponible en libre accès sur le site du BEA, et il décrit donc les événements du 23 mai 2022. Des événements qui n'impliquent aucun problème technique, mais vous allez le voir, quelques petites erreurs humaines, quelques non-respects des procédures et un 0 changé en 1 qui va suffire à faire frôler la catastrophe. Donc reprenons, mais d'abord, si vous êtes encore là, je suppose que vous êtes intéressé par cette histoire, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'en ai quelques-unes d'autres en réserve. Donc, ce jour-là, à Roissy, des travaux de maintenance sont en cours sur l'ILS de la piste 27 droite. Un ILS pour Instrument Landing System, c'est un système de balise radio. Encore. Pour faire simple, quand vous êtes réglé sur la fréquence de la dite balise,
un instrument vous indique si vous êtes trop haut, trop bas ou si vous déviez de côté. Et donc ce jour-là, l'ILS ne marche pas. De même, la météo est variable. 10 nœuds de vent, une visibilité à 10 km, nuages à 1500 pieds, soit 500 mètres, et averse de pluie localisée. C'est pas génial, mais pas si terrible. En gros, il fait moche, mais rien de dangereux, à un détail près encore. La visibilité étant correcte, le contrôleur dans la tour à Roissy n'a pas allumé la rampe d'approche. La rampe d'approche, ou dans le jargon le PAPI, pour Precision Approach Path Indicator, ce sont 4 phares situés à proximité de la piste et dont la couleur varie en fonction de votre hauteur. 4 phares blancs, vous êtes trop haut, 2 blancs et 2 rouges, vous êtes sur la bonne pente, 3 rouges, vous êtes trop bas, et 4 rouges, vous êtes dangereusement trop bas. Bon, en même temps, 11h30 du matin, en mai, 10 km de visibilité. Bon, la rampe est éteinte, quoi. Mais quand une averse s'est pointée en amont de la piste, il aurait fallu l'allumer. Et le contrôleur a oublié de le faire. Arrive donc Red Nose 4311. L'ILS étant à l'arrêt, le contrôleur lui demande de réaliser une approche en VNAV, soit un guidage à la fois au GPS pour la position et à l'altimètre pour l'altitude. Jusqu'ici, on est sur une procédure standard. Le GPS indique si l'avion est bien positionné par rapport à la piste, et en surveillant l'altimètre, les pilotes savent si leur pente de descente vers cette dernière est juste. En gros, ils savent qu'à X distance de la piste, ils doivent être à Y altitude. Si l'altitude descend trop vite, leur pente est trop raide, et si elle descend pas assez, leur pente est trop plate. Rien de sorcier donc, et tous les 1000 nautiques, ils doivent vérifier si l'altimètre indique bien l'altitude prévue. Et pour eux, tout se passe bien. À un zéro près. En effet, avant d'arriver à Roissy, Red Nose s'est renseigné, comme le veut la procédure, auprès de l'approche intermédiaire sur les conditions météorologiques sur place. Red Nose 4311, descend 6000 feet 1011. 6000 feet 1011. 1011, Red Nose 4311. Red Nose 4311, descend 5000 feet 1011, clear full RNP 275. Descend 5000 feet, QNH 1011, clear full RNP approach 27 right, Red Nose 4311. Et voilà, la connerie est faite. Et ce n'est que ça, hein. Une simple connerie. Une fourche qui langue. Le 1011 du message, c'est le QNH. La contrôleuse, au lieu d'annoncer un QNH de 1001 hectopascal, a annoncé 1011. 1011 à la place de 1001. Rien dans l'enquête n'indique qu'il s'agisse de quoi que ce soit de plus qu'une erreur d'inattention. Si ça se trouve, c'est même le numéro du vol 4311 qui l'a induit en erreur. Erreur donc de l'approche. Peu avant, Red Nose s'était renseigné auprès de Lattice, un service qui diffuse sur sa propre fréquence un message automatique sur la météo. Et les deux pilotes avaient bien noté un QNH de 1001. On l'a retrouvé dans leurs notes. Mais parce que rien ne les y obligeait, ils n'avaient pas immédiatement répercuté ce QNH sur leurs instruments. Donc, quand l'approche intermédiaire leur a, par erreur, communiqué un QNH de 1011, et qu'à ce moment-là, ils ont calé leurs altimètres, ils n'ont pas constaté un énorme décalage par rapport à un calage réalisé peu de temps auparavant. Parce que, ouais, un changement local de 10 hectopascales en si peu de temps, c'est plutôt rare. Mais 10 hectopascales, c'est une erreur de 280 pieds. Soit environ 80 mètres, ici. Tower bonjour, Red Nose 4311, RNP approach 27 right. Bonjour Red Nose 4311, you are number 1, wind 260 degrees, 12 knots, runway 27 right, clear to now. Clear to land 27 right, Red Nose 4311. Quand quelques minutes plus tard, Red Nose passe sur la fréquence de la tour de Roissy, on ne parle plus de QNH. C'est un paramètre vu avant avec l'approche pour, justement, alléger le boulot de la tour. Ce que vous voyez là, c'est une reconstitution réalisée par le BEA sur la base de la boîte noire, des enregistrements des communications radio et du contrôle aérien.
Les conversations dans le cockpit n'ont pas été conservées. Et contrairement à ce que laisserait penser l'image, la visibilité était bien plus mauvaise que ça. Red Nose est donc sur son profil de descente, se disant que tout roule, au détail près que la visibilité est nulle et sans savoir qu'en réalité, l'avion descend 80 mètres sous sa trajectoire prévue. Bonjour, ici 75 Victor Alpha. Bonjour, ici 75 Victor Alpha. You are 5 miles and a half behind an Airbus 320, wind 26 degrees 8 knots, runway 27 right, clear to land. Clear to land 27 right, ici 75 Victor Alpha. Les altitudes s'enchaînent, 5000 pieds, 3320 pieds, 2680 pieds, 2040 pieds. Pour Red Nose, tout est normal, on est pile sur la trajectoire, la vitesse est bonne, tout va pour le mieux. Les volets sont dehors, les trains sont sortis, l'appareil est en configuration d'atterrissage, la tour a autorisé le complet, c'est-à-dire de se poser et de s'arrêter, contrairement au touch and go qui consiste à se poser et redécoller immédiatement, mais bon, pour un vol commercial ça fait pas sens. Mais alors que Red Nose passe les 1100 pieds, une alarme sonne dans la tour, le Minimum Safe Altitude Warning. En gros, l'avertisseur de proximité du relief. C'est un système basé sur les informations transmises par le transpondeur de l'avion. Vous savez, les petits points sur l'écran du contrôleur. En fait, tout un tas d'infos transitent par ce signal, dont l'altitude. Or, si l'altimètre basé sur la pression atmosphérique indiquait une altitude erronée, un autre système à bord n'était pas dupe. Le radio-altimètre. Alors, encore une fois, en bref, c'est un radar dirigé vers le sol. Vous voyez le radar de recul sur votre voiture, même principe, mais vers le sol. Et là, je pense qu'il est inutile de rentrer dans les spécificités logicielles du système. Disons simplement que, dans la configuration où il était, le radiomètre ne devait pas se mettre à gueuler en cas de problème, et il l'a pas fait. Mais n'empêche que dans la tour, on reçoit l'alerte de proximité sol. Alerte relief. 200. À ce moment-là, la procédure indique que le contrôleur doit annoncer immédiatement Red Nose 4311, Terrain Alert, check your altitude immediately, QNH 1001. Red Nose, alerte terrain, vérifiez votre altitude immédiatement, QNH 1001. Ouais, parce que si tu demandes à quelqu'un de vérifier son altitude, le minimum c'est de lui filer le bon QNH. Mais à la place, le contrôleur, surpris par l'alerte, a mis 9 secondes à réagir et a annoncé Red Nose 4311, I just had a ground proximity alert. Are you okay? Do you see the runway? 50, 40, 30, 20, retard. Tower, bonjour, Welling 7 Mike Mike, establish 9 nautical miles on final. Outre le retard d'annonce, le message ne transmet pas vraiment de sensation d'urgence. Erreur de la tour. L'alerte s'est déclenchée alors que Red Nose était à 239 pieds sol, soit 72 mètres. Quand le contrôleur fait enfin son annonce, il n'est plus qu'à 122 pieds sol, soit 37 mètres. Et quand il a terminé son annonce, Red Nose est à 50 pieds, soit 15 mètres. Mais heureusement, quelques secondes avant le déclenchement de l'alerte relief, l'équipage croit arriver à sa hauteur de décision, la hauteur où ils sont censés au moins distinguer la piste, et donc décider si ils sont ou pas en mesure de se poser. Or, le pilote ne voit absolument rien. Il avait donc décidé quelques secondes auparavant de suivre la procédure et d'effectuer une remise des gaz. Il relève le nez de l'appareil, remet les gaz à fond et remonte. Going around, Red Nose 4311. Roger, Red Nose 4311, turn right on heading 360 and climb altitude 5,000 feet 1001. 360 and climb 5,000 feet on 1011, Red Nose 4311. Mais en faisant ça, il ignore qu'il vient de passer à une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du sol, à 0,9 nautiques, soit un peu plus d'1,5 km du seuil de la piste. Dans leur témoignage, les pilotes dans l'Airbus disent ne pas avoir entendu l'annonce de la tour concernant leur faible hauteur. À cet instant, tout le monde ignore encore qu'on vient de passer à 2 mètres d'un crash aérien dont on aurait entendu parler sur toutes les chaînes d'infos pendant des semaines.
Le pilote annonce un go-around, une remise des gaz à la tour. Tour qui répond. Going around, Red Nose 4311. Roger, Red Nose 4311. Turn right on heading 360 and climb altitude 5000 feet 1001. La tour annonce le QNH de 1001 hectopascal. Red Nose collationne, c'est-à-dire qu'il répète les infos pour montrer qu'ils les ont bien reçues, en indiquant le QNH erroné. 360 and climb 5000 feet on 1011, Red Nose 4311. Erreur de Red Nose. Et la tour, probablement encore un peu tendue par le déclenchement de l'alerte, ne relève pas l'erreur. Erreur de la tour. Quelques secondes après ce message, le personnel dans la tour à Roissy voit enfin Red Nose sortir de la pluie alors qu'il remonte. Mais tout en étant encore à une hauteur trop basse pour ne pas être inquiétante. Entre ça, l'alerte de proximité du sol et la rampe qu'il a oublié d'allumer, le contrôleur se fait remplacer par son assistant. Mais c'est pas fini, car Red Nose est reparti pour un tour, mais son QNH est toujours faux de 10 hectopascales. Et son calage altimétrique est toujours faux de 80 mètres. Alors qu'il se trouve à nouveau en finale, une nouvelle alerte se déclenche dans la tour. À nouveau, le contrôleur, probablement influencé par le message de son prédécesseur, annonce seulement « Red Nose 4311, I just got a terrain alert, are you okay ?» Dans son témoignage, l'équipe indique ne même pas avoir compris la raison de ce message. Mais heureusement, ce coup-ci, la rampe est allumée. Les 4 phares du papy. Et dans la pluie, Red Nose distingue un phare blanc et 3 rouges. Alors qu'il se trouve cette fois-ci à 572 pieds sol, soit 174 mètres, les pilotes constatent que leur trajectoire est trop basse et le commandant ajuste son assiette pour conserver cette altitude jusqu'à l'interception des 2 phares blancs du papy et reprend alors sa descente puis se pose sans encombre. Mais à la suite de ces événements, l'enquête du BEA a été ouverte et la situation a été qualifiée en incident grave. Ce jour-là, il ne s'est rien passé. Ou du moins, pas plus que la fois où vous avez voulu traverser et où vous avez sursauté et eu un mouvement de recul en entendant le klaxon du camion. Et ces trucs-là, à 50 cm près, soit on finit par les oublier, soit votre famille s'en rappelle le reste de sa vie. Et donc, ce jour-là, on en est resté au « on a eu chaud ». Mais ce « on a eu chaud » a révélé plusieurs failles qu'il a fallu se dépêcher de combler. Parce qu'en aviation, c'est comme ça que ça marche. Qu'il s'agisse d'un accident ou d'un presque accident, il faut retenir les leçons des erreurs des autres parce qu'on n'aura pas le luxe de toutes les faire soi-même. Suite à l'enquête, le BEA a émis 12 recommandations de sécurité, comprenant des modifications de procédure, des modifications de système, bref, tout ce qu'il faut pour que ce cas ne puisse plus se reproduire. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça impliquerait d'y entrer à un point où ça deviendrait chiant. Expliquer le fonctionnement d'un altimètre, ok, mais la mise à jour des procédures du mode final APP dans le FCOM de l'A320... Dans les trucs plus évidents, AirHub a revu ses procédures d'approche avec un contrôle systématique du radioaltimètre et une confirmation du QNH à la radio. Les contrôleurs aériens ont eu droit à un rappel sur les procédures et dorénavant, le QNH doit être annoncé lors des premiers contacts lors de ce genre d'approche. Et l'alerte de proximité sol doit déclencher la demande immédiate d'une remise de gaz. Airbus a, entre autres, réalisé des mises à jour pour que, quelle que soit la configuration de l'approche entrée dans le radioaltimètre, ils se mettent à gueuler en cas de proximité au sol. Et globalement, cet incident a eu des implications sur les procédures en Europe et Amérique du Nord. Autrement dit, la leçon a été apprise. À chaque accident ou incident, l'aviation devient un peu plus sûre. Et ouais, ça a l'air paradoxal dit comme ça, mais à chaque fois qu'un avion tombe, on fait tout le possible pour qu'aucun autre ne tombe de cette manière et pour les mêmes raisons. Donc, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais respectez les procédures et ignorez les gens qui vous intiment l'ordre d'en faire autrement. Parce que toutes les histoires de catastrophes, aériennes ou pas,
commence par un mec qui, volontairement ou non, a ignoré une procédure. Rappelez-le à votre chef la prochaine fois qu'il vous dira qu'on n'a pas le temps pour la sécurité. Mais en attendant, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek. À la revoyure. Et pis homme, c'est Seppel. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est que vous aimez bien les avions, Gel. Alors c'est une bonne nouvelle pour vous. Astronogeek, il sera au club des supporters des avions fiers. Attends, quoi? Oui, il m'a dit que c'est aller la fierté. La Ferté-Allée. Oui, bah c'est pareil. Bah non, la Ferté-Allée, c'est un des plus mythiques meetings aériens en France. On y voit aussi bien voler des... Sauf c'est moi que je dis. Cette année, le thème, c'est le cinéma. C'est un meeting où ce qu'on peut voir 11 blaireaux, des Blériot 11, un Focus, un F4U, Madame Doubtfire, un Spitfire, et même la patte patrouille. Non, putain, la patrouille de France. Ah oui, je me disais aussi. Enfin, en retour, hein, comme il n'y a pas longtemps, la patrouille de France, ils ont cassé des avions, et ils ont arrêté de venir dans tous les meetings privés. Sauf celui d'Aller la Fierté. Alors si tu veux voir la patrouille de France, il faut que tu viennes. Et en plus du plus pire, il y aura des youtubeurs. Il y aura Cyril le Barbare. Cyril Barbas. Oui, bah c'est pareil, c'est celui qui a fait la révélation des pyramides. Mais non, putain. Il y aura Seb la frite. Sébastien Canvé. Un acteur de film de Vivi, là, Quoi, Yann Solo? Néné, un monsieur qui s'appelle Grand Tronc. Gontran. Ah bah oui, bah c'est presque pareil. Il y aura aussi une pause tactique. Temps mort, putain. Un truc sur l'éducation sexuelle, là, le point V. Le point Génius. Oui, bah c'est pareil. Bah non, putain. Il y aura aussi le petit astronome. Mais non, Astronico. Oui, bah c'est un astronome et il est petit. Oui, mais c'est pas la même chaîne, putain, stagiaire, concentre-toi, bordel. Et il y aura même 39 années-lumière. Mais de... Hein? Mais de quoi tu parles? Oh putain, c'est pas 39 années-lumière, c'est 12 parsecs. Oui, bah le parsec, personne n'y sait c'est quoi. Alors moi, je fais les conversions. Seppel, tu me fatigues. D'autant que t'as oublié Astronogeek. Oui, bah si Astronogeek qui viendrait pas, il m'aurait pas demandé de faire de la pub pour Aller la Fierté. La Ferté-Allée. Mais ça veut rien dire, la Ferté-Allée. Mais si, putain, Seppel, concentre-toi. La Ferté-Allée, c'est le nom du patelin, au sud de Paris, où il y a un aérodrome. Et c'est sur cet aérodrome qu'a lieu le meeting. Ah mais c'est nul ça comme nom. Nous en Alsace, nos noms de village ils sont beaucoup mieux faits. Quoi, avec vos noms d'arriérés là? Moi je dis qu'on a qu'à dire que maintenant ça s'appellera le meeting aérien de Hobla-Stolzheim. Ça veut dire le village de Aller la Fierté en alsacien. C'est pas le bordel. Donc Ortung, c'est le week-end du 7 juin et le meeting ça se passe comme ça. Le matin, il y a les avions qui sont garés par terre et qu'on peut aller les voir, mais on n'a pas le droit de les touffer. Il y aura aussi une tente où il y aura les youtubeurs et que vous pourrez aller les voir comme les avions. On n'a pas non plus le droit de les tousser, Gel. Sauf Sébastien et Astronico. Ortung, Astronogeek qui mettra un panneau avec les heures où est-ce qu'il sera là, parce que comme il y aura des avions partout, alors il risque que des fois il sera en train de voler pour faire des vidéos de Tolvik. Et ensuite l'après-midi, il faut s'asseoir dans l'herbe parce que les gens qu'ils ont les avions, ils volent avec. Alors t'as compris, il faut pas venir l'après-midi si tu veux voir les youtubeurs, Kel. Le matin c'est les youtubeurs et l'après-midi c'est les avions. Les messieurs qu'ils ont les avions, c'est une association et les avions c'est comme vous avez le droit, ils sont vieux. Alors ça coûte de l'argent de les réparer. Alors c'est à ça que ça sert le meeting. Gagner des sous pour réparer les avions. Donc ça coûte des sous de venir. Mais c'est pas beaucoup très cher avec tout qu'est-ce que tu peux voir. Le prix normal c'est 35 € pour les adultes, 15 € pour les adolescents et quand est-ce que t'as moins de 12 ans c'est gratuit. Et si tu utilises le lien dans la description, t'as encore une réduction. Et comme ça, si tu viens au meeting, tes sous y serviront à ce qu'on continue de réparer les vieux avions. Et aussi Sébastien te fout, ça fait le 3 parce qu'il a besoin qu'on lui change l'huile. C'est peleux. Yo, allô, c'est pour les panneaux solaires? Boss? Oh non, c'est vrai ça? T'es sûr que c'est pas du broutement? Ok, d'accord. Et vous savez quoi? On m'a dit que pour les gens qu'ils achètent un ticket, il y aura un tirage au sort et peut-être que vous pourrez voler à bord d'un T6. Mais moi je sais pas c'est quoi un T6. C'est ça.
Oh, Phénoménoromol, on aura le droit de voler dans un ça. Le gagnant, oui, en tout cas. Et on aura le droit de tirer avec les mitraillettes. C'est peleux. Donc surtout, tu oublies pas, le lien il est dans la description. Et si tu achètes ton billet, tu seras dans le tirage au sort pour voler dans le T6. Mais je crois t'auras pas le droit pour les mitraillettes, hein. Hop là, la réclame elle est finie. Fus.